Salut, moi c'est Fred. Et moi, c'est Hello. On est tous les deux passionnés par les arts du film depuis plusieurs années. Ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre de la créativité dans notre garde-robe pour qu'elle soit à notre image. Une image comme nous, gourmande et généreuse. On espère que votre latte est prêt, le nôtre est chaud et on vous souhaite une très bonne écoute. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler couture encore une fois avec Rachel. Bonjour Rachel. Salut Elodie. Je suis vraiment très contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. On va parler pas mal de couture et puis de tes cours, de tes petits tutos, de tes cours en ligne, etc. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, même si je pense que tout le monde te connaît déjà. Non, pas tout le monde encore. Eh bien, je suis Rachel Lajoie. Alors, mon vrai nom, c'est Lajoie-Ni, Okay. mais je fais sauter la négation qu'il y a dans mon nom de famille. Je suis couturière professionnelle, donc à mon compte depuis que j'ai 19 ans. Donc, il y a un peu plus de 25 ans. Et c'est vraiment, ça a toujours été une passion. Et il n'y a pas eu de questionnement depuis toujours. Pour moi, depuis toujours. J'ai une machine à coudre depuis que j'ai 11 ans. Donc, c'est une continuité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, justement? Comme tu me dis que tu as une machine à coudre depuis l'âge de 11 ans, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venue peut-être à faire de ça ton travail? Oui, je pense que j'ai deux sœurs qui sont plus âgées. Du coup, pour jouer, j'étais seule. J'adorais les Barbies. Okay. Donc, j'ai très vite cousu pour mes Barbies. J'avais une super voisine, une grand-mère, Madame Chiche, qui était anciennement petite main chez Dior. D'accord. Qui m'a jamais montré comment coudre, mais j'étais bercée par ses histoires. Et puis j'avais une grand-mère qui faisait beaucoup de déguisements, on faisait beaucoup de repas déguisés, organisés. Donc la couture faisait déjà partie de la famille, de mon histoire. Et oui, dès que j'ai commencé à coudre, mes parents toujours, oui, et que j'ai fait réparer il y a pas longtemps parce que la pédale avait grillé, mais voilà, elle fonctionne toujours. C'est beau parce que parfois elles survivent pas aussi autant qu'ils passent. Autant, ouais. Et voilà, donc j'ai cousu rapidement un bout de tissu pour me faire un déguisement. Il n'y avait pas de limite. Voilà, on m'a donné cette possibilité. Et donc ça a été une continuité. Après, mes parents, au lieu d'aller à la danse, m'ont fait prendre des cours chez une couturière. Donc j'allais le mercredi ou le samedi chez une couturière. Et donc il m'a appris les bases. Alors c'était un petit peu dur parce que du coup... moi, c'était plutôt pour un hobby de petite fille, puisque j'avais 11 ans, tu vois, 11-12 ans. Et là, elle m'apprenait vraiment comment fallait coudre dans les règles. Okay. Mais j'ai commencé par ça. Et après, en fait, comme je cousais beaucoup et que il n'y a jamais eu de limite de me dire c'est pas bien ce que je fais, ou alors c'est pas suffisamment professionnel, ou ça ressemble pas à ce que mes copines portent. Cette question s'est jamais posée. Du coup, je couds depuis toujours à me faire mes propres vêtements qui ressemblent pas à ce qu'on trouve en magasin, ou ce que les autres font, ou le désir de recopier. Ouais, c'est un sujet qu'on a évoqué un peu hors podcast ce matin. Mais c'est vrai que ce qu'on aime aussi dans la couture, c'est de pouvoir se différencier et de pouvoir apporter une touche personnelle sur ce qu'on fait et pas forcément reprendre de A à Z ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux ou autres, quoi. Oui, et c'est vraiment libre parce que paradoxalement, quand j'ai créé ma ligne de vêtements, donc on peut l'avoir, je sais pas, c'est 2020-2021, quelque chose comme ça. Il y a une cohérence dans ce que j'ai créé, et pourtant c'est pas comme ça que je m'habille. D'accord. Tu as voulu proposer autre chose. Et c'est venu naturellement. Je veux dire, je ne suis pas pour vraiment... on parlera peut-être la question suivante sur comment naissent les idées. Mais tu peux y aller maintenant si c'est maintenant que tu as envie d'en parler. Vas-y. Il y a pas... je fais pas de tableau ou de repères
de formes que je souhaite faire ou de couleurs que je souhaite utiliser. Je sais pas, ça se fait dans une continuité, il y a une couleur qui vient et ainsi de suite. Et finalement, la collection ou les collections que j'ai faites sont nées comme ça, d'une construction d'une pièce et d'une autre et ainsi de suite, et ainsi de suite, dans une cohérence qui se fait sans que je la réfléchisse. D'accord. Mais c'est hyper intéressant parce que il y a deux approches qui existent et il y a des personnes qui vont vraiment réfléchir au moindre détail avant de passer à l'action ou avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et puis, il y a d'autres manières de fonctionner où c'est plus une inspiration globale, créative, et puis on se lance dedans et on voit ce que ça amène au fur et à mesure. Et qui est pas calculé, et finalement pas calculé comme depuis mon début en couture, où il y avait une ouverture et une liberté de simplement faire. Ouais. Voilà. Je t'ai perturbée. Non. Et donc, après, j'ai commencé... du coup, mes parents ont vu que la couture me plaisait, que je cousais quand même beaucoup en rentrant de l'école. Et mes parents étant artisans et croyant en l'artisanat, en fait, m'ont rapidement proposé un apprentissage. On a discuté tout à l'heure, c'est vrai que j'aurais préféré continuer à faire des études, mais finalement, j'ai appris directement un métier dans une entreprise qui faisait beaucoup de choses, avec de la retouche, avec du sur-mesure, de la vente de tissus, de la vente de la mercerie. Il y avait un petit peu une ligne de prêt-à-porter, de lingerie, vestimentaire et ameublement en confection. Et donc, du coup, j'étais vraiment dans le bain du sur-mesure en 1995, où c'était destiné plutôt à des clients retraités qui avaient encore dans l'éducation se faisaient faire des vêtements sur mesure et avec des caractéristiques physiques qui faisaient qu'ils trouvaient pas dans prêt-à-porter. Et donc j'ai appris dès le début à retoucher quand on est bossu, quand on est tordu d'un côté, quand on a du ventre, et en fait pour moi c'est ça la couture. Oui. Puisqu'en fait, on n'est pas un mannequin et on n'est pas... Sujet hyper important dont on pourrait parler des arts, mais c'est vrai que on en a parlé donc hors le podcast, on a eu une très longue conversation, donc on va y faire référence peut-être plusieurs fois, mais c'est vrai que moi on a regardé les réponses à un questionnaire que j'ai fait pour demander aux personnes qui cousent quelles sont leurs plus grandes difficultés, et ce qui revient souvent, c'est de pouvoir adapté à sa morphologie, justement, à ses particularités. Et c'est vrai qu'avant l'arrivée de la fast fashion, il y avait des gens qui avaient l'habitude de se faire des vêtements sur mesure. Oui, et sur puis, mesure, en fait, ça s'est totalement perdu jusqu'à maintenant où on a envie d'y revenir. Oui. Quand on coud et quand on commence à avoir un peu d'expérience en couture, on a envie de se faire des choses qu'on peut porter et qui peuvent convenir à notre corps. Mais je trouve que souvent il n'y a pas assez d'essayage et quand on choisit, je vois avec les personnes qui viennent en cours, vont se dire, vont essayer le vêtement cousu et vont se dire pourtant j'ai pris ma taille. Mais on n'est pas des mannequins en bois, il n'y a pas 2,36, 2,38, peu importe les tailles, personne n'est identique et j'ai vrai que j'ai du mal à comprendre comment on se fait un vêtement sur mesure, même si on est débutant, et qu'on passe pas par l'essayage ou qu'on se dit que ça va aller. Ça ne peut pas, en fait. Est-ce que tu pourrais du coup donner un conseil pour les gens qui voudraient essayer? À quel moment on peut essayer de son projet couture? Si on se lance dans un projet couture parce que là, on parle du moment où on n'a pas forcément fait une toile. C'est indépendant de la toile. Oui, indépendamment de la toile, si on fait une robe, on va monter les pinces, ça c'est
on peut les déplacer, elles peuvent ne pas être au bon endroit, mais bon, déjà piquer une pince, des coutures d'épaule, et avec un grand point, coudre les coutures de côté, et avant de faire les parmentures, avant de monter une manche, avant de faire des poches, avant de finir entièrement la patte de boutonnage, on fait un essayage. Parce que dès qu'on passe aux finitions, et ben dès qu'il y a une retouche, ça prend une ampleur qui fait que ça devient trop long, et on revient sur notre Sur l'autre problème qu'on rencontre souvent, c'est qu'on n'a pas forcément le temps qu'on voudrait pour coudre. Donc là, c'est vraiment un conseil aussi qui va permettre de gagner du temps sur nos projets couture, parce que voir avant d'avoir fini, avant d'avoir avancé, voir les problèmes qu'on peut résoudre, en fait, on va avoir l'impression d'avoir quand même moins perdu de temps que si on va au bout du projet, qu'on doit tout défaire ou presque. Et pour revenir en arrière, quoi. Et puis je pense qu'on a un regard qui est biaisé avec la fast fashion, où on va acheter un chemisier qui va coûter 40 €, donc tissu, confection, marge du magasin, du fabricant et ainsi de suite dessus. Et quand nous, on va faire un chemisier, qu'on soit débutant ou confirmé, et le nombre d'heures qu'on va y passer, c'est pas cohérent avec ce qu'on trouve dans les magasins. Et donc du coup, on se dit qu'on y passe trop de temps. Mais pourtant, c'est une réalité, la couture prend du temps, et à vouloir aller trop vite, en fait, on fait des erreurs, on coud mal, on se sert pas des repères, et le résultat s'en ressent, on est frustré parce que ça va pas, et on découd, on passe encore plus de temps, mais je pense le regard est biaisé sur la valeur d'un vêtement dans un magasin et le temps qu'on y passe quand on est derrière la machine à coudre. Vraiment, peu importe son niveau, la couture, c'est du temps. Et coudre on en parlait tout à l'heure, coudre des grandes embardées sous la machine, vouloir coudre 15 cm à la fois, bon, si c'est un coton et qu'on est en droit fil, chaîne et trame, ça va aller. Tout le reste, ça ne va pas aller. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, peut-être, pour adapter le vêtement à sa morphologie, tu me parlais des marges de couture. Peut-être que tu peux en parler ici aussi, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, parce qu'on ne l'entend absolument jamais. Parce que quand on prend un patron indépendant de n'importe quelle marque, on a une marge de couture qui est incluse la plupart du temps. Et c'est souvent entre 1 cm, voire un peu moins quand c'est fait pour être surjeté, à 1,5 cm, mais rarement plus. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, ce que tu en penses? Parce que je trouvais que la réflexion était hyper intéressante, parce que ça permet aussi, après avoir fait l'essayage, la retouche, de mieux ajuster. Quoi. On a parlé tout à l'heure de la retouche et de la variation de taille au cours des mois, des années, et le fait de ne pas pouvoir... la difficulté d'avoir un vêtement qui puisse faire plusieurs tailles. Pour moi, le sur-mesure, j'ai appris à coudre avec des marges de couture qui sont plus importantes, qui sont minimum de 2 cm. Si c'est une robe avec une couture milieu dos, qui va plutôt, la marge de couture va plutôt être de 3 cm, et bien parce que on peut largement gagner une taille en retouchant son vêtement. Parce qu'on est dans une continuité, une pérennité, on a passé du temps sur un vêtement, il y a un coût sur le tissu, il y a un coût pour notre planète sur la fabrication de ce tissu, sur les gens qui ont sur la pollution que ça a mené, sur les gens qui travaillent à ramasser le coton et à faire ces teintures, toute cette pollution qu'il y a. Et donc, faire un vêtement qui a des marges de couture de 1 cm, pour moi, c'est de la fast fashion. Et du coup, c'est des vêtements qu'on ne peut pas élargir si on prend 3 kilos, alors qu'en fait, avec ne serait-ce que 2 cm de marge de couture sur des coutures de côté, eh bien, on peut élargir son vêtement d'une taille. Ce qui est pas rien. Ce qui est pas rien. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire, je trouve. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que c'est vrai que j'y pense pas forcément, moi. J'avais jamais forcément pensé que sur le côté, on pouvait... rajouter ça, ou même dans un milieu d'eau, j'avais plutôt l'impression, tu sais, que c'était une très grande marge de couture, quoi.
Non, et j'ai puis en jamais plus, ça pensé à peut, le faire. en plus, 2 centimètres, il peut y avoir un patron, donc il y a un patron de créateur indépendant qui a 1 centimètre de marge de couture comprise. Rien n'empêche au moment de tracer de se dire que très bien, pour les coutures qui vont être droites, comme les coutures sur le côté du vêtement ou à l'entrejambe d'un pantalon, le dessous d'une manche, tout le long du bras, et bien là, je vais rajouter une marge de couture, je me fais une petite inscription pour me rappeler que j'ai mis 2 centimètres de marge de couture. Et ça va participer à avoir une couture qui va tenir ouverte, qui est plus jolie et plus esthétique. Et le fait d'avoir une couture ouverte de 2 centimètres, et bien en fait, elle est beaucoup plus régulière, elle va beaucoup moins gondoler, elle va beaucoup mieux se tenir qu'une petite marge de couture de 1 centimètre. Il y a tout à gagner de vraiment élargir ces marges de couture. Voilà, c'était le conseil du jour. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les cours que tu proposes en ligne? Donc, on te connaît toutes et tous, je pense, grâce à ta méthode de pose du biais. Et c'est vrai que le biais, je pense que c'est un sujet parce que déjà, on peut expliquer ce que c'est que le biais. Je pense que comme ça se déforme, ça fait peur. Enfin, voilà. Oui. Est-ce que déjà on peut expliquer ce que c'est qu'un biais, parce qu'il y a des gens qui écoutent qui sont débutants peut-être et qui ne savent pas trop faire la différence entre le droit fil, le biais, voilà. Donc il y a le biais qui va être découpé dans la diagonale du tissu, ce qui va faire que il va avoir une flexibilité et une possibilité d'épouser les arrondis. Donc de se placer sans faire des plis. Il peut aussi se poser en ligne droite, pas de souci, il va s'adapter. Le biais, on va le trouver en mercerie, il est généralement traité, ce qui fait qu'il est un petit peu raide. Donc on se dit qu'on va pas l'utiliser parce que ça va raidir le vêtement quand on borde une encolure ou une emmanchure, que le biais soit visible ou invisible. Alors déjà, il faut savoir qu'avec le lavage, il s'assouplit. Et qu'en fait... lavez votre biais. Mais vous pouvez le laver après avoir confectionné. D'accord. Puisque le fait de le coudre alors qu'il est rigide, en fait, va faciliter le fait de le poser. Et après, au fur et à mesure des lavages, l'après va s'en aller. Mais il va quand même garder une rigidité parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de tissu. Et pour structurer le vêtement, il y en a besoin. C'est pour ça que c'est assez rare que j'utilise un biais fait dans mon tissu. Ok. Parce que finalement, on a besoin de structurer un vêtement. Et à partir du moment où on a une encolure, une emmanchure, on est dans des arrondis. On est à un moment donné dans le biais du tissu, puisque on change de forme. Et si on fait un biais, on a une jolie tenue en viscose, et puis on fait un joli petit biais en viscose qui va être tout mou, et ben on va se retrouver avec un vêtement qui va manquer de structure, qui va manquer de classe, et qui va faire un peu chiffon. Okay. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire mes biais, donc... non, je ne t'ai pas vu, je n'ai pas remarqué ça sur voilà, après... C'est vrai que ce que j'aimais bien, c'est que ça peut vraiment matcher la matière, tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, ça peut faire plus uniforme. Oui. Mais, et je pense que j'ai un regard, un avis qui est personnel et qui est pas... Où j'ai l'impression que des fois, pour moi, c'est synonyme quand je pose un biais qui est visible. Ça me renvoie, je pense, à mes premières années d'apprentissage de couture. Et ça me renvoie, je sais pas, certainement au premier tablier que j'ai fait, qu'on m'a fait border avec un biais. Okay. Et donc, il y a un côté vraiment un peu trop... j'ai trouvé mes mots... débutant, fait maison, dans le mauvais sens du terme, pour moi. Oui, voilà, c'est l'écho qu'il y a... Quand c'est à cheval, tu veux Quand c'est un biais à cheval. D'accord. Quand c'est un biais à cheval... il y a un petit côté péjoratif, je sais pas, mais c'est mon regard à moi. C'est super intéressant parce qu'on a des façons de voir les choses qui sont influencées par la façon dont on a pratiqué. Et c'est hyper intéressant. Mais est-ce que tu peux nous expliquer du coup, dans ton cours, qu'est-ce que tu...
Alors, Eh on ben, va pas faire le oui, cours on va pas entier, faire le mais- cours, mais poser un biais classique. Donc on a une bande de biais qui va faire le biais qu'on va trouver en commerce ou Ouais. qu'on fait soi-même. Il va faire 3 cm et demi, Mm. 4 cm de large. Il va avoir 2 ailettes repliées vers le centre. Euh, pour le coudre, on va déplier une ailette, coudre dans le pli et ensuite à nouveau le surpiquer, que ce soit à la main ou à la machine. Et en fait, du coup, c'est très ouvert à la déformation, puisqu'on est en train de coudre un ruban qui est taillé dans le biais et donc qui a une flexibilité. On est en train de le coudre sur des arrondis, d'une emmanchure ou d'une encolure. Cette bande, elle fait 4 cm, donc malgré tout, si on l'épingle dans un arrondi, eh bien cette bande de 4 cm va avoir une contrainte dans l'arrondi qui va faire qu'on va en mettre trop, qui va faire que quand on va le coudre dans le sillon et qu'on va le retourner, on va se retrouver avec quelque chose qui baille. Donc Je pense que ça va parler à beaucoup de monde, parce que c'est vrai que quand on débute, c'est pas évident de poser du biais, quoi. Oui, et le premier truc que je dis dans mes cours, c'est arrêter d'épingler le biais. Ok. Positionnez-le sur votre tissu, vous faites un point d'arrêt, comme ça il est maintenu sous le pied de la machine. Vous avez un espace devant votre machine qui va faire 5-6 cm qui est le pas de la machine. Vous prenez votre biais, vous le positionnez sur 3 cm sur votre vêtement. Je prends le biais, je le pose et je le couds que 3 cm par 3 cm. Parce que l'épingler, c'est le contraindre, alors qu'il a une flexibilité. Donc, faut le laisser faire. Ok. Voilà. Souvent, comme beaucoup de tissus, il faut accepter qu'ils passent sous la machine sans tirer dessus. Sans tirer, sans pousser, Ouais. sans retenir. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, on a tendance à vouloir super maîtriser, peut-être Oui. certaines personnes tirer devant ou derrière, et voilà, il vaut mieux le laisser passer. Et donc, dans ma technique de pose de biais, j'ai voulu... À un moment donné, je trouvais fastidieux de coudre dans ce sillon à l'intérieur qui, du coup, favorise la déformation. Okay. Et comme je n'ai pas le biais à cheval, oui. Esthétiquement, c'est que mon goût. C'était trouver une façon de faire qui simplifie, qui fait que ça déforme pas, qui fait qu'en 2 coutures, le biais est posé, maintient le vêtement, simplifier l'action. Voilà. En fait, c'est hyper intéressant parce que pour plein de choses, tu recherches des techniques pour se simplifier. Ah, je suis une grande feignante. Et que le résultat soit plus joli qu'avec la technique initiale. Donc ça, on adore. Ça fait gagner du temps et en plus, c'est plus joli. Donc, oui, je mets ma réflexion au service de la feignantise. Tout à fait. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais moi, je le dis. Au contraire, c'est hyper intéressant parce que parfois, il y a une technique qui existe, on fonce dessus tête baissée et on ne se demande pas forcément comment on pourrait faire autrement mais mieux. Alors que quand, par exemple, on voit un tuto à toi, on se dit, ben oui, pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? Cette fameuse petite extrémité de lien qui là est très très vue. En fait, oui, tu as publié récemment un réel sur Instagram où tu expliques comment coudre l'extrémité d'un petit lien en tissu quand on a des nouettes. Des nouettes, voilà, typiquement sur une blouse extrêmement connue. Et donc... on cite pas de marque. On peut. C'est Garance avec ma petite fabrique. Fabrique, ouais. Et j'avais plus le nom. Oui. Et donc, en fait, ça permet de faire un bout de lien qui est très net. Oui. Un pliage sans que la marge de couture est rangée et ne peut pas apparaître. Oui. Et ça veut pas dire que ça fait 20 ans que je fais comme ça. Non, mais c'est hyper intéressant parce que souvent, on a toujours les mêmes finitions qui reviennent dans les patrons et on ne les questionne pas toujours, alors qu'il serait possible de faire mieux et plus simple. Quoi. Oui. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Et est-ce que tu peux nous parler de tes autres cours ?
Donc, dans mes autres cours, j'ai un tuto sur la pâte de boutonnage que j'aime beaucoup. Alors, il est assez important parce que c'est aussi 25 ans d'expérience, des pâtes de boutonnage, j'en ai fait des centaines et des centaines. Et là aussi, avant de me dire, tiens, arrête de les faire automatiquement comme tu as appris, comme tu fais jusqu'à maintenant. Et anticipe, tu sais qu'il y a des choses qui arrivent tout le temps avec d'un côté de la pâte de boutonnage, on a l'arrière de la pâte de boutonnage qui va dépasser un petit peu sur le devant quand on n'a pas un col mais simplement une parmenture ou un col qui est dégagé, et se dire tiens, à ce moment-là, si j'ai un décalage à ce niveau, dans ce sens-là, de 2 mm, c'est ma pâte de boutonnage est parfaite à chaque fois. Très bien, je fais une pâte de boutonnage. Normalement, je couds en premier ma pâte de boutonnage, je fais mon encolure, j'essaie le vêtement, je décide de la longueur et je fais l'ourlet. Finalement, je me retrouve avec un petit boudin en bas de ma pâte de boutonnage. D'un côté, ça se passe bien. Quand j'arrive à la fin, il y a un décalage, ça dépasse. Il y a un petit fil au bout de 3 lavages qui va s'effilocher, qui va dépasser. Et en fait, c'est 25 ans d'observation et de dire bon là stop, ok, normalement je fais comme ça, on montre comme ça, oui, si je réfléchis à autrement, comment je fais pour contrer ça et pour avoir une jolie fin de pâte de boutonnage, un joli début, comment je fais pour pas il peut y avoir un petit ourlet de 1 cm replié à l'intérieur de sa pâte de boutonnage, mais finalement quand on repasse 1 cm, ça se détend. C'est difficile d'avoir quelque chose de régulier. Donc, je vais pas dire tout mon tuto, mais... Non. Donc voilà, c'est des petites... des observations qui, mis bout à bout, en fait, simplifient. Elles ont été mis bout à bout au bout de 25 ans de métier professionnel. Et déjà en apprentissage, j'ai eu 3 ans d'apprentissage où j'ai beaucoup cousu, et en entreprise, et personnellement, et en acceptant d'habiller une chorale. J'avais 16 ans et 6 mois de CAP et une starlette pour coudre, et j'ai accepté de faire 45 chemisiers pour une chorale. Incroyable. Je ne pouvais pas faire des boutonnières à la machine, donc elles ont toutes été faites à la main. Wow. Mais après, c'est un genre de titan. Oui. C'était l'horreur. Mais je savais faire des boutonnières à la main. Oui, du coup, c'est hyper intéressant parce que ça t'apprend aussi. Et d'ailleurs, on peut peut-être faire une aparté sur les boutonnières, parce que ça aussi, c'est revenu dans le questionnaire. On en a parlé tout à l'heure, que plusieurs personnes nous ont expliqué que pour elles, c'était difficile de faire les boutonnières. Alors, ça dépend beaucoup de votre machine, en fait. Oui, c'est ce qu'on se disait, en fait. C'est 90% la machine, et quand la machine ne veut pas et qu'on ne comprend pas soi-même, qu'on n'a pas l'habitude et donc qu'on ne comprend pas les contraintes que peut rencontrer sa machine, c'est difficile d'anticiper une boutonnière qui va être ratée. Je trouve que c'est hyper important quand la couture nous plaît, qu'on commence à en faire pas mal, de bien s'équiper, parce qu'en fait, au final, une bonne machine, ça sauve du temps quand même aussi, je trouve. Et puis se dire que malgré tout, chaque boutonnière ratée, elle vous apprend à en faire, à identifier ce qui s'est passé, à essayer de comprendre ce qui s'est passé et à faire que la seconde, elle soit plus réussie dans un accompagnement avec les mains sur le mouvement, parce que la machine en a besoin, parce que y a une épaisseur, parce que voilà. Il peut y avoir plein de raisons. Plein de raisons. Ça nécessitera encore un épisode à part entière. Mais comme on l'a vu tout à l'heure et qu'on en a parlé, je me disais que ce serait bien de le préciser. Et du coup, tu as encore un autre cours qui est sorti récemment. Oui, sur les bas de manches. Là encore, j'avais un travail avec une créatrice, donc où je ne faisais que la confection, et entre faire un t-shirt, en faire 10... jusqu'à en faire 800, et à un moment donné, il faut réfléchir à une finition. Et donc, c'était pendant le Covid, avec ces volants sur la main, en bas d'une manche, qu'elles soient en jersey ou qu'elles soient en chaîne et trame.
Et à un moment donné, en fait, le simple fait de coudre un volant, de le surjeter, puis de surpiquer, je trouvais ça un petit peu bof comme finition. Et donc voilà, c'est un pliage qui fait à la fois une finition comme un poignet, tout fin, qui permet d'avoir une finition plus esthétique, à un niveau un peu supérieur sur l'extérieur, et qui à l'intérieur est très propre, et qui apporte aussi une décoration, et à la fois on peut le faire avec du passepoil, avec du croquet, avec une dentelle ou un volant qui est à plat, peu importe. Et du coup, on peut le faire en bas de manche, mais on peut customiser un bas de robe, voilà. En fait, ça peut être bien aussi pour... Avant de se lancer dans la couture d'un vêtement, si on n'ose pas trop se lancer dans la couture des vêtements, déjà on peut commencer peut-être par ça, par customiser un vêtement qu'on a déjà en rajoutant juste le bas, ça permet de s'entraîner sur une plus petite surface peut-être. Oui. Et ça peut être hyper intéressant. Oui, et puis c'est ça la couture. On n'est pas obligé de faire un vêtement, d'acheter un tissu et de faire un vêtement de A à Z. Customiser, retoucher, changer, transformer, c'est tellement vaste. Il y a plein de choses à faire. Oui, c'est sûr. C'est jamais fini. Et est-ce que tu peux nous dire pour tes cours, quel est le niveau de couture qu'il faut avoir? Est-ce qu'il y a un niveau de couture minimum pour les suivre ou pas forcément? Alors pour moi, il n'y a pas un niveau de couture. Il n'y a pas besoin de niveau de couture, mais j'ai l'impression que je dis vous stressez pas, j'explique tout. J'explique la réaction du tissu suivant la matière, suivant la forme qu'il a, le geste. Je montre sur une machine familiale pour dire que vous aussi avec vos machines familiales vous pouvez y arriver. Et c'est plutôt se dire ce qui peut faire peur, c'est que je sors de ce qui peut être montré habituellement. Et donc, du coup, ça peut faire peur. Et à chaque fois, je lui dis, mais osez et faites-vous confiance. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des choses qu'on n'a pas faites, dont on a peur. Et j'ai des super retours. Donc, je crois que aussi bien débutante que confirmée. Même des fois, les confirmées, elles me disent, bon, faut s'y faire parce que c'est pas des techniques qu'on utilise et c'est pseudo à l'encontre de ce qu'on apprend ou ce qu'on voit depuis toujours. C'est une autre façon de faire. Mais c'est bien parce que quand on est débutant, on n'a pas d'a priori sur ce qui se fait. Donc c'est plus facile de s'adapter à une nouvelle méthode, même si elle peut paraître pas comme d'habitude. Quand on est débutant, on ne sait pas. Donc c'est aussi bien de commencer par là, quoi. Et dans ce tutoriel, il y a également comment coudre un biais invisible entre un arrondi concave et convexe. Et donc c'est vraiment expliquer. À ce moment-là, le biais va avoir ça comme réaction. Et donc comme moi, en résultat, je veux qu'il aille à cet endroit-là, eh bien je dois l'anticiper avec ce geste-là. Donc c'est vraiment expliquer réaction par réaction et geste par geste. Et donc je pense que c'est vraiment accessible aussi bien aux débutants, mais que confirmé. Ce qui peut... N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés quand vous êtes débutante et que vous avez un patron de créateur, peu importe, et me dire, si je veux poser ta méthode de biais, je peux le faire où? Est-ce que je peux le faire ici? Qu'est-ce que je vais avoir comme contrainte? Je vous réponds vraiment, appropriez-vous les patrons, c'est ça le jeu de la couture. C'est le vôtre. C'est bien de le dire aussi parce que parfois, on peut avoir des cours après derrière, pas forcément un suivi, mais toi tu proposes quand même d'avoir l'accompagnement qui va derrière, quoi. Ah oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et puis, j'aime beaucoup les parmentures aussi, il n'y a pas de souci, mais finalement, une parmenture, il faut l'entoiler. Hein, Elodie? Je n'ai pas entoilé la mienne de la tenue que je porte aujourd'hui. Je dois faire mon mea culpa. Donc une parmenture, c'est fastidieux, faut le tissu. Donc il faut le caser dans le morceau de tissu qu'on a. On n'a pas toujours le bon métrage. C'était vraiment
volontaire, c'était même pas que c'était fastidieux. C'est que voilà, Faut l'entoiler. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut savoir quel entoilage. Tout à Faut fait. pas être trop raide, pas trop mou, pas ci, pas là. Donc ça a beaucoup de contraintes. Faut le coudre, faut cranter, faut surpiquer, faut le maintenir parce que si on fait pas des points et si on sait pas faire ses points à la main, elle va passer par le dessus et c'est pas joli. Donc en fait, à un moment donné, la parmenture c'est très joli quand on veut un joli vêtement. J'en fais, il n'y a pas de souci. Mais des fois, pour des cousettes où j'ai pas envie d'y passer 2 jours, eh ben, une pose de biais invisible, la joie sewing méthode, ça me fait gagner du temps et le résultat est très bien. Voilà. Je pense qu'aussi on peut revenir sur un conseil que tu m'as donné tout à l'heure, qu'on n'était pas en train d'enregistrer sur... toujours pour gagner du temps, sur la façon dont tu peux regrouper les étapes. Les étapes, ouais. De couture. Oui, je vois en cours vraiment le besoin de mes élèves que je rencontre de suivre les gammes de montage. Donc les livrets explicatifs d'un patron que vous avez. Moi, ce que je vous conseille, c'est de déjà regarder les pièces du patron, d'essayer de comprendre et de voir juste en regardant, ok, ça c'est un devant, ben je vais devoir le coudre avec le droite et gauche, il y a une pince, la couture d'épaule, il y a un empiècement, il y en a pas, et ensuite de regarder le guide de montage en entier. Pour se dire, ok, quand j'arrive à la machine à coudre, je n'ai pas qu'une seule chose à faire. J'ai pu voir que j'ai une pince de poitrine à coudre, mais finalement, si j'ai la pince de poitrine à coudre, rien ne m'empêche de faire également ma couture d'épaule et donc d'être à la machine avec une pince préparée, avec une couture d'épaule préparée, avec peut-être déjà les coutures de mes parmentures qui sont épinglées les unes avec les autres. Et quand je suis à la machine, ben, je démarre ma couture, j'ai mes pinces, j'ai mes coutures d'épaule, j'ai mes coutures de parmenture, j'ai peut-être sur une combinaison la couture de l'entrejambe que je peux faire. Et une fois que déjà tout ça c'est cousu, je me suis pas levée à chaque étape pour aller regarder mon guide de montage, pour découvrir chacune des étapes. J'en ai déjà dans la tête plusieurs d'avance, et quand je suis en train de les faire à la machine à coudre, je les ai déjà réfléchis, ce qui veut dire que mon cerveau est disponible pour réfléchir à l'étape suivante. Je vais pouvoir passer à la surjeteuse, j'ai déjà 2 premières coutures à surjeter, et en fait à regrouper plusieurs étapes, et puis du coup ça me force à visualiser le vêtement et à savoir ce que je fais. Alors que une étape par une étape, je trouve finalement on comprend pas forcément ce qu'on est en train de coudre, on l'a pas visualisé. Et du coup, si on rate une étape, on s'en aperçoit pas forcément, sauf quand il faut découdre. Et du coup, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de gagner du temps. Donc, il vaut mieux gagner du temps en regroupant ces étapes plutôt qu'en y allant à fond la caisse sur la machine et faire 15 cm. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que en fait, ce temps-là qu'on aura sauvegardé en préparant toutes nos étapes, ça va nous permettre d'être devant la machine un peu plus serein. Et dans la préparation, je vois aussi quand on met beaucoup d'épingles, quand je le vois en cours, je dis attention au fait de mettre une épingle tous les 3 cm. Ça pose pas de problème si vous restez consciente que c'est vous qui maîtrisez ce que la machine coud et c'est vous qui maîtrisez là où le tissu se place et ce que vous voulez, l'endroit où vous voulez qu'il se place ou pas. Et c'est pas parce que vous allez mettre une épingle tous les 2 cm que le tissu va pas mal se placer. Et donc du coup, ça peut être une fausse amie. Se dire j'épingle tous les 3 cm, mais si je gère pas au fur et à mesure en me disant ok, est-ce que mon tissu s'est pas déplacé, est-ce que y a pas un pli qui se forme, tout ça, c'est toujours vous le mettre à bord. Et... Non, mais c'est bien de le voilà. Et donc, finalement, on peut mettre une épingle tous les 10 cm à partir du moment où on a conscience que c'est nous, dans cet espace de 10 cm, qui gérons et qui surveillons que le tissu est au bon endroit. En y allant doucement. En y allant doucement, toujours. Et merci déjà pour avoir présenté tous tes cours en ligne. Est-ce que tu aurais des conseils
par rapport au matériel de couture, ou est-ce que tu voulais rajouter quelque chose en attendant peut-être? Bah oui, j'ai la masterclass sur Ah WooSkill. bah oui. C'est vrai, vas-y. Et oui, je vous propose une masterclass sur WooSkill le 19 juin à 20h, où je parle justement des patrons, avec les patrons pochettes, que ce soit les pochettes d'indépendants ou les marques comme Burda, McCall, les magazines, les livres. Comment choisir un patron, comprendre le visuel, comprendre les pièces, comprendre sa morphologie. C'est hyper important. Est-ce que c'est adapté? Est-ce que ça correspond? Est-ce que je porte mes vêtements? On a parlé tout à l'heure. Est-ce que je préfère porter un vêtement qui est loose ou un vêtement qui est près de mon corps? Même si le patron me dit que dans la grille, je fais un 42, bah, on peut adapter, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on est derrière notre machine à coudre. Et donc voilà, donc 1h30, je crois qu'il n'y en aura pas assez, mais 1h30 autour du patron de cette histoire de marge de couture. Et que ça soit débutant ou confirmé, je pense que... en fait, on a toujours plus ou moins quelque chose à apprendre, je trouve. Oui. Enfin, on ne peut pas prétendre tout savoir sur tout, mais j'apprends encore. Au cas où le podcast n'est pas publié le 19 juin, ça sera dispo en replay aussi. Tout à fait. Donc vous pouvez toujours aller sur WooSkill ou sur le site de Rachel. Oui, tout à fait, le lien est en bio. Voilà. Et donc ce sera dispo en replay, donc vous pourrez racheter le cours en replay. Oui. Voilà, au cas où. Oui. Du coup, ma question c'était, pour ce qui concerne le matériel, donc on a déjà expliqué tout à l'heure que par exemple pour les boutonnières, la machine fait quand même une grande partie de la réussite de la boutonnière, il faut se le dire. Ouais. Mais est-ce que tu aurais des conseils en matériel pour s'équiper? Parce que c'est vrai que je sais que moi j'ai des élèves qui viennent avec parfois tout un tas de gadgets qui ne sont pas vraiment utiles. Et parfois, elles sont pas équipées avec des trucs qui pourraient peut-être les aider plus souvent. Je sais pas. Est-ce que toi, tu as du matériel qui te paraît vraiment indispensable ou pas ou, voilà. Ouais. Quand on vient. Quel est ton avis en fait? Quand j'ai une grande débutante qui vient en cours et que la question se pose. Il y a la bonne paire de ciseaux, ça va être très court. Il y a la bonne paire de ciseaux, une petite boîte d'épingles sans tête en plastique ou en verre, parce que finalement au repassage ça marque, ça se casse, ça fond. Donc on prend l'habitude avec des épingles qui ont une petite tête en acier et à bien positionner l'épingle, ça c'est autre chose. Pas de découvite. Je suis anti-découvite. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis, je savais qu'il y avait un petit détail croustillant. Donc une paire de ciseaux pour couper le tissu, une paire de ciseaux pour couper les fils ou pour découdre, alors que le découvite, ils servent à découdre un point d'arrêt, c'est tout. Ça fait des trous dans le tissu, ça fait des fils qui restent dans le tissu. Donc pour moi, on tire un fil d'un côté, il va facilement se défaire sur 2 cm, on le coupe, on vient chercher l'autre fil de l'autre côté, à nouveau on peut le tirer également d'un coup sec et énergique, on peut comme ça 3 cm par 3 cm défaire une couture, alors que le découvite, on fait des trous. A vite fait de ripper. Ça laisse des petits bouts de fil partout dans son vêtement. Donc le temps de sortir tous ces petits bouts de fil, t'as passé autant de temps que si t'avais décousu soigneusement ta couture. Et donc pour le matériel, grande paire de ciseaux, petite, des épingles, un mètre ruban et j'aime bien le petit réglé de 10 cm qui va avoir qui fait des ourlets qui va faire 4 cm de large sur 10 de long et en inox. Il est facile parce qu'il tient dans la main, il est pas gênant dans le bras de la machine parce qu'il est petit et on a à portée de main toutes ces dimensions. On veut vérifier notre ourlet, notre marge de couture, un emplacement, hop, il est facile. Et c'est tout. Moi, je l'avais acheté en plastique et je regrette parce que du coup, le faire, ça... Ouais. Voilà. Donc, plutôt inox, Ah, lui, Est-ce que tu veux... et puis après, sur les machines à coudre, non. Ok. Sur les machines à coudre, c'est vrai que je n'aime pas beaucoup les machines électroniques. Ok. Qui...
qui vendent et font croire que tout est facile. Elles font le point d'arrêt, elles font la vitesse. Alors, je hurle quand en plus on n'utilise pas la pédale. Alors c'est vrai que moi je n'arrive pas à ne pas utiliser la pédale et j'ai des élèves qui viennent en cours qui n'utilisent pas de pédale, mais moi j'arrive pas parce que ça t'empêche d'avoir la main droite. C'est ça. La main droite sur le bouton où il faut arrêter et redémarrer. Marche arrière. Et il te manque une main. Il manque une main et en moi, plus, je trouve, mais voilà. c'est ça. Et en plus, faut anticiper le moment où tu veux t'arrêter, et anticiper le moment où tu veux démarrer. Enfin, et surtout, tu démarres à une certaine vitesse que tu ne peux pas adapter. C'est-à-dire que c'est très linéaire. Alors qu'avec la pédale, tu peux... Non, pitié avec votre pédale. Il y en a quand même beaucoup à conduire. Donc les pédales, vous avez l'habitude. Oui, puis c'est vraiment beaucoup plus confortable. Oui, il n'y a pas photo. Voilà, et donc moi je suis machine mécanique parce que on apprend assez rapidement à faire un point si on veut faire un point, et donc à être précis sur au moment où il faut s'arrêter et pas aller trop loin. Et voilà, électronique, je trouve que c'est la machine qui décide, et quand elle veut pas faire la boutonnière, eh bien elle ne la fait pas. Alors que bon, c'est vrai. Après, moi j'ai une électronique, mais tu peux brancher la pédale dessus. Oui. Donc tu peux choisir ta vitesse, etc. Oui. Et c'est vrai que déjà, quand la machine fait un point droit, tu peux déjà faire énormément de choses en fait. Oui, et après je vois en cours des débutantes avec des petites machines vraiment premier prix, et je vois des réalisations où elles cousent très très bien, et elles font de très très beaux projets aussi avec des petites machines. Elles ont une limite dans les épaisseurs, mais c'est se dire que c'est pas la machine qui coud. C'est vous qui faites coudre votre tissu à la machine. Donc voilà, c'est trouver l'équilibre. En fait, je trouve que c'est juste qu'à partir d'un certain temps de couture et tout ça, on voit vite la limite. Ouais. Et moi, ce qui m'embête dans les machines premier prix, c'est qu'elles bougent beaucoup. Elles sont moins stables. Mais c'est vrai qu'on peut débuter avec... déjà pour voir si ça vous plaît, parce que c'est quand même un c'est coup. Ça. Et donc essayer Et puis les tables, on parle souvent dans le cours des tables qui tremblent aussi. Et souvent, moi je conseille de trouver les vieilles machines avec les pieds en fonte et de récupérer les pieds en fonte avec un plateau. Et déjà c'est esthétique, c'est joli, et ça ne bouge pas du tout. Oui, c'est clair. Et puis en seconde main, ça doit être ça coûte 10 €. Hein. Personne n'en veut. Avec un plateau en plus, un coup de peinture, et c'est esthétique. Et du coup, je pense qu'on a déjà parlé de ton processus créatif, mais est-ce que tu voudrais qu'on y revienne peut-être plus en détail? Parce que tu nous as parlé tout à l'heure de collections que tu as fait toi. Oui. Mais dans tes projets, par exemple, perso, pour toi... Est-ce que tu vas en parler? Ouais, je suis pas... on peut peut-être revenir... ça va revenir à la question. J'ai appris à coudre en vestimentaire, mais j'ai aussi fait de l'ameublement. Je me suis installée à mon compte avec un client, avec une annonce dans un journal de recherche de couturière pour faire des coussins et des nappes. Et donc une créatrice sur Bordeaux, et c'était génial. Et je me suis lancée qu'avec elle. Et je faisais des coussins en velours avec des angles partout, du lin et du velours. Donc j'étais la pro des angles. Et j'ai commencé avec juste un client et en ameublement. Et puis après... j'ai proposé de faire des retouches pour des magasins de robes de mariée. Et puis rapidement, en fait, j'ai fait des robes de mariée pour une boutique. Et puis au bout de 6 mois, un représentant m'a dit qu'il n'y avait pas de robe de cortège, que ça se faisait assez peu. Et donc j'ai fait une collection de robes de cortège. Alors, processus créatif, je sais pas, j'avais une idée, je l'ai faite. Ça va... tu suis ton inspiration. Je suis mon inspiration. Et puis donc j'avais un représentant qui vendait ses robes de cortège sur les salons professionnels. Donc, et puis j'avais un chouette salon à Paris, dont une grosse commande pour Dubaï. Et donc j'ai eu 150 robes de cortège à faire.
Et je travaillais toute seule. Et à la 150e, j'ai fait stop, je peux plus les voir. Bah oui, je peux comprendre. 150, c'est énorme. C'est horrible. Donc j'ai fait des robes pour Dubaï avec des pétales de fleurs et des tulles de couleur. Ouais. Et après j'ai fini et je me suis mise, après avec la naissance de mes enfants, je suis revenue à l'ameublement. Ok. Et on va dire, j'ai fait 5 ans, grosso modo, comme ça. 5 ans pour une créatrice de linge, 5 ans pour les robes de mariée, 5 ans pour un décorateur et faire des projets de dingue. Je crois que la couture, je me suis jamais mis de limite dans la couture. Donc, j'avais jamais recouvert un canapé. Je suis allée voir un professionnel, j'ai posé 3 questions, j'ai recouvert mon canapé chez moi, j'ai observé ce qui se passait, j'ai posé 3 questions sur ce que j'avais mal fait. Et après, j'ai pas de limite, en fait. Les projets s'enchaînent depuis toujours. Ouais. Mais c'est beau. C'est ce qu'on veut. Et après, dans mes projets créatifs, dans mon processus créatif pour moi, je me lève je me lève le matin, je sais pas, j'attrape un tissu, je trappe un patron, j'attrape selon mon humeur. Ça peut changer en cours de route. Je peux avoir le matin envie de faire une blouse et finir avec un pantalon le soir. D'accord. C'est du n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi, mais je sais que certaines personnes, elles aiment réfléchir longtemps à l'avance, tu sais. Non, pas du tout. En mode, ben voilà, si je couds ça, il faut que je couse un autre pantalon qui va avec, telle blouse, un pantalon qui va avec. Et puis, il faut que ce soit dans les mêmes couleurs. Et puis, tu sais, un peu comme pour avoir une garde-robe un peu minimaliste où tout le monde mix and match ensemble. Et voilà, c'est aussi intéressant parce que c'est un autre processus qui te fait réfléchir sur quelque chose de durable, même si moi je suis pas du tout garde-robe minimaliste du tout, parce que j'ai du mal à me retrouver dedans, parce que j'aime coudre et que j'y passe du temps et que j'aime avoir du choix quand même. Mais je trouve que c'est intéressant de connaître les approches différentes, tu vois. Quand je me fais un vêtement, je vais vraiment l'aimer, ce qui veut dire que je vais aussi le transformer. Tu vois, aujourd'hui, je te disais, je suis venue avec une blouse parce que il y a 2 jours, j'ai trié mes tissus et j'ai trouvé une chute. Et je me suis dit, ah tiens, c'est une chute dans laquelle je vais pouvoir faire les manches parce que dans la robe dans laquelle je rentre plus, je peux me faire une blouse. Et donc, c'était vraiment un vrai choix de tissu et ce tissu me plaisait. Je rentre plus du tout dedans ma robe, mais je l'ai gardée et elle a encore une continuité. Donc, dans le processus créatif, c'est plutôt donner une longévité à mes choix, que ça soit dans la coupe et qu'elle puisse évoluer ou comment la transformer pour pouvoir à nouveau rentrer dedans. Je me fais pas énormément de vêtements. Par contre, je transforme, je garde beaucoup et je porte jusqu'à la corde. Tu fais aussi de l'upcycling. Oui, l'upcycling. Tu reprends les vêtements et tout. Ok. Ben, merci d'avoir répondu à tout ça. Est-ce que tu as un prochain projet couture ou un prochain projet de cours Un prochain projet de cours. C'est vrai que là, j'ai des tutoriels qui sont en vidéo, donc qui sont visuels. Il va y avoir le podcast qui va aussi être en images. J'ai ce plaisir de décrire ce que le tissu peut faire, ce que vous pouvez rencontrer comme problème lors d'une couture. Et en fait, on a des livres de couture qui vont vous apprendre comment monter une parmenture, mais finalement, il n'y a pas de livre qui raconte pourquoi à ce moment-là, la parmenture, ça se passe pas bien. Pourquoi à cette étape-là, si on fait pas ça, il va y avoir ça comme conséquence. Et finalement, c'est... j'ai peut-être envie, pourquoi pas, de faire un livre ça s'appelle son nom. sur les couacs. Pourquoi Comment on en vient là Comment on les évite Les couacs couture. Les couacs couture. C'est un titre sympa, je trouve que ça change un peu. Mais c'est vrai que souvent, on coud un patron
Et puis, il y a un truc soit qu'on n'arrive pas à faire, soit le résultat ne convient pas. J'ai eu pas mal de personnes aussi qui m'avaient répondu que elles avaient été dégoûtées par un projet en particulier qui les a éloignées de la couture parce que ça s'est pas bien passé. Et en fait, c'est hyper intéressant d'analyser le pourquoi du comment, en fait. Parce que si on détricote un peu, on commence à tirer le fil. Pour garder une métaphore liée à la couture, mais si on tire le fil et qu'on détricote un peu tout ce qui s'est passé... Déjà, ça peut permettre de dédramatiser et d'avoir un support. Ça peut être intéressant parce que on peut mieux comprendre et vraiment dédramatiser et se dire c'était juste ça. On l'acquiert avec des années. Ça serait bien de se les économiser, ces années de ratés ou d'incompréhension. Ouais, puis en plus, c'est dommage que ça bloque parce que je trouve que justement, c'est quand on a des ratés qu'on comprend qu'est-ce qu'on a fait. Mais bon, puis un tuto sur les parmentures, parce que j'aime aussi les parmentures et pas que le biais invisible à ma façon. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Bon, on a détaillé le patron que je porte avec des parmentures fines ou pas fines, mais c'était vraiment intéressant parce que moi, j'ai suivi le patron en trouvant que la parmenture était fine, mais sans me demander pourquoi en fait. Et c'est hyper intéressant parce que tu m'as expliqué pourquoi c'est plus intéressant d'avoir une plus grande parmenture. Oui, les avantages. Ça tient. Et puis encore plein d'autres parce que chaque fois que je repose les yeux sur un sujet couture, il y a des choses à dire et à expliquer et des variantes, des réactions suivant le tissu, suivant la matière, le tissage, voilà, c'est... Et puis en ameublement, parce que j'ai fait quand même beaucoup d'années d'ameublement. C'est vrai je crois pas, il n'y a pas beaucoup En tout cas, moi, j'en vois pas beaucoup parce que c'est vrai que je suis énormément de comptes ou de contenu qui va parler de vêtements parce que c'est ce que j'aime, mais j'en ai pas beaucoup vu passer sur les... Peut-être un peu sur les accessoires, mais sur l'ameublement, pas tant, non. Et puis c'est toujours pareil, même dans le vestimentaire, on a la confection industrielle, il y a le flou, il y a le tailleur, et en ameublement, c'est pareil. Faire un rideau, on peut faire un rideau manière industrielle, je cherche mon mot, semi-tapissier ou un rideau tapissier, c'est encore autre chose. Donc voilà, il y a encore plein de choses à dire. Hein. Je connais absolument rien dans l'ameublement, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que justement, comme on n'a pas le contenu, on se pose pas la question. Mais c'est un sujet qui mérite d'être approfondi autant que les vêtements, je pense. Oui, mais ça aussi, ça a changé. Dans l'ameublement, la décoration, moi, j'ai des clients à qui je refaisais des doublures de rideaux, des rideaux qu'ils avaient depuis 20 ans, et où le tissu était toujours d'une qualité exceptionnelle, et on changeait, dans la vie du rideau en 30 ans, on changeait 3 fois la doublure, mais on gardait son rideau. Aujourd'hui, mais ça aussi, ça se fait moins. Mais il n'y a pas de raison que certaines personnes ne veuillent pas tout à fait. Une confection de qualité. Sûr. Et ton projet perso en cours, est-ce que tu en as un ou à venir? Je suis en train de faire une culotte. Il en faut, hein. Il faut des culottes, voilà. Je suis en train de me dire, tiens, parce qu'en préparant, donc là, avec le concours du passage de 20K, j'ai fouillé dans mes tissus, et voilà, je suis tombée sur l'étagère lingerie. Je me dis, ah oui, tiens, au fait, ça fait longtemps. Il y a plein de patrons en plus maintenant. Alors, il y a vraiment une offre en lingerie qui est assez conséquente, je trouve. Donc, tout le monde peut trouver son bonheur, quel que soit le modèle. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as envie de... Ah oui, je voulais terminer peut-être sur une note un petit peu entrepreneuriat. Si jamais des personnes veulent se lancer. Que ce soit peut-être en tant que... Oui, vas-y, je sais que tu as des choses à dire. Est-ce que tu aurais des conseils ou est-ce que... Je sais pas si je suis la bonne personne pour donner des conseils sur l'entrepreneuriat couture, parce que je sors d'une passe difficile avec mon métier. Mais justement, je trouve que c'est intéressant parce que on peut tous passer par un moment où on est un peu plus down. Et comment est-ce que tu as remis le pied à l'étrier? Avec du temps peut-être?
J'ai pu remettre le pied à l'étrier parce que j'ai demandé à ce qu'on me laisse l'abandonner. Ouais. Et donc, vivre ce moment où je ne rentre plus, ça a duré un peu plus d'1 an, hein, où je rentre plus dans mon atelier et où je ne couds plus, et me laisser vivre ce moment où j'en ai plus envie, alors que je fais ça depuis toujours. Et je n'ai fait que ça, coudre, depuis toujours. J'ai eu une proposition de notre travail, puisqu'on est venu me démarcher pour faire agent commercial immobilier, quelque chose qui m'intéressait. Je me suis éclatée. Alors déjà, j'ai été valorisée qu'on vienne vers moi, faut le dire. Sûr, et donc de me dire, tiens, je peux faire autre chose que de la couture. Bon, ça a duré quelques mois, je me suis éclatée, comment décrocher 6 mandats en 15 jours, voilà, ça c'était mon point fort. Et après, la partie vente m'a pas plu, et en fait, je suis revenue encore plus forte dans la couture en me disant, ok, ce que je n'ai plus envie de faire, c'est passer des heures derrière la couture, derrière la machine à coudre, à refaire ce que je fais depuis 25 ans. Je veux passer au-delà, donc c'est transmettre et puis économiser des années d'essais, d'errance dans la couture pour les particuliers, peu importe leur niveau. Après, l'entrepreneuriat, je trouve ça difficile. Moi, j'ai toujours vécu de mon métier et ça a toujours été une nécessité. Donc, la question s'est jamais posée. J'ai toujours dû, mon métier de couture a toujours dû payer l'intégralité de mes factures, des études de mes enfants. Donc, sur les épaules, ça en fait beaucoup. Sur un métier avec lequel je trouve il est quand même difficile de vivre face à la fast fashion et à donc le regard qu'ont les particuliers qui ne cousent pas et qui se demandent comment payer, pourquoi ils devraient payer 10 € un ourlet de pantalon alors que leur pantalon en coûte 20. Donc ça, c'est pas valoriser la couture. Après, il y a des créateurs de collections qui s'en sortent très bien. La création, je trouve que l'offre est tellement importante, mais je sais pas. Moi, je pense quand même à quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est aussi de beaucoup refaire en fait, parce que et tu sais par rapport à la pose d'une fermeture. Et quand on pose la question, je dis par contre, si tu veux vivre, tu fais de la retouche. Parce que la retouche, ça va t'apprendre énormément. Alors, c'est pas fun, mais du coup, tu t'habilles personnellement, t'habilles tes enfants, et là, tu t'éclates dans la création. Et par contre, si tu veux financièrement t'en sortir, tu fais de la retouche parce que ça va être répétitif, et du coup, tu vas, à un moment donné, exceller. Et par le nombre de fois où tu vas changer une fermeture éclair de jean, tu vas plus jamais te poser la question comment on fait une fermeture, et puis tu vas mettre 20 minutes à la faire, à la changer, donc découdre et refaire. Et après, oui, l'upcycling, pour proposer aux gens, ok, vous avez une garde-robe, est-ce que je fais à une amie qui m'a dit, bon, toute ma garde-robe, là, je veux entièrement la changer. Je lui fais, attends, on s'énerve pas. Ok, montre-moi, essaie-moi, dis-moi ce que t'aimes pas. Et on est en train de transformer 80% de sa garde-robe. Ah, c'est génial. Bon, elle m'a donné le 20% restant, donc c'est pas perdu. C'est sympa. Et voilà. Et tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Ouais, puis notre planète aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que se poser la question pourquoi on n'aime plus un vêtement, c'est hyper important. Oui. Ou pourquoi, pour quelles raisons il nous va plus, pour quelles raisons on se sent plus mis en valeur. Il peut y avoir plein de raisons. Et ça, on peut le reprendre parfois non. Mais ça peut nous donner des indications sur comment on va envisager le prochain projet. Alors ça rejoint la masterclass que tu vas proposer parce que c'est vraiment hyper important. En tout cas, pour moi, ça l'est.
de se poser vraiment des questions avant de coudre un vêtement. Le choix du modèle, le choix de la taille. Ouais. Est-ce que j'ai bien compris ce qui m'est proposé? Oui, Est-ce que ça correspond à ce que je souhaite? Parce que quand on débute, on a envie de tout faire. On est tout feu, tout flamme. Moi, j'étais comme ça au début, mais maintenant, plus du tout. Et je sais que, par exemple, il y a certaines marques qui ne proposent pas ma morphologie. Donc, j'ai beau trouver ça très, très beau ce qu'elles proposent. Je sais que c'est pas pour moi, en fait. Et savoir, en fait, faire le tri parmi les propositions qu'on peut trouver, c'est hyper intéressant parce qu'on ne sait pas toujours par où commencer, faire le tri, certes, mais comment le faire et par où commencer, quoi. Oui. Et puis après, dans l'artisanat, je sais pas, il y a de la place pour tout le monde. Et la créativité de chacun. Et, Soyez vous-même. Soyez vous-même. Osez. Ouais. On n'a pas parlé de nos stocks de tissus. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on parle de nos stocks de tissus? J'en ai beaucoup, moi. Et je crois que j'en ai certains qui datent de ce que j'ai gagné quand j'ai eu mon examen. Ok. En fait, j'en ai beaucoup et bon, je sais pas que dire de plus. Ça, c'est très intéressant. Je veux dire, on est beaucoup. Ah oui, je pense. Et puis ça se périme pas, donc. C'est ça. Et puis souvent, on achète parce qu'on a une idée en tête de faire telle chose. Donc, parfois non. Parfois, j'ai des copines qui achètent parce que ça leur plaît, que voilà, elles ont craqué dessus, etc. Mais moi, souvent, quand j'achète de plus en plus, j'essaye d'avoir le projet associé, mais parfois, il y en a un autre qui s'intercale, puis un autre, et puis le coupon de départ, le pauvre se retrouve remisé, donc j'en ai un peu partout dans la maison. Je suis pas très fière. Mais est-ce que toi, tu continues à en acheter ou pas? Non. Aujourd'hui, après mon année sans couture, je pense que j'ai de quoi en stock m'habiller jusqu'à la fin de ma vie et habiller les générations suivantes. J'ai donc une nécessité de me défaire d'une partie de mon stock. C'est difficile, je les aime tous. Et oui, c'est ça qui est pas évident, mais c'est en train d'évoluer. Voilà, il faut que ça fasse son chemin. Ça fait son chemin. Il faut du temps. C'est pas évident de choisir qui va être éliminé, en fait. Qui on va garder. Non, moi, j'en ai beaucoup, mais j'en ai mis quelques-uns sur Sewtoo, tu sais. Mais étant donné que je suis professionnelle, je sais pas comment ça peut être perçu. Moi, c'était vraiment mon stock perso. C'était pas des choses qui m'ont été offertes ou autres, mais c'était vraiment des tissus que j'avais achetés. Mais j'en ai pas mis beaucoup parce que c'est aussi très long. Il faut tout mesurer, prendre en photo, dire la compo aussi. Enfin voilà, c'est quand même un travail assez conséquent. Du coup, j'avoue que je n'ai pas mis beaucoup. Et je crois que j'ai écoulé pas beaucoup non plus. Donc, Et puis c'est se rendre compte aujourd'hui qu'il y a autant de collections de tissus qui sortent que de vêtements en magasin et de collections qui changent. Et je freine. Oui, on en parlait tout à l'heure, que c'est vrai que la couture, il y a 10-15 ans, c'était pas la même chose que maintenant, parce que c'était peut-être moins facile de trouver du tissu et c'était moins... des collections régulières et tout ça. À la mode, Donc, c'est vrai que c'était moins d'achat compulsif, peut-être, quoique, je sais pas. Est-ce que si, quand même? Est-ce que... Je sais pas. Je sais pas. La question reste ouverte. Oui, elle va rester ouverte, Non, mais moi, j'aime encore en acheter, mais j'arrive à mieux me raisonner en me disant, vraiment, si je l'achète, c'est pour le faire rapidement. Et moi, je pense que j'achète pas parce que je trouve pas des choses différentes et que je n'aime pas faire un achat qui va ressembler à une quantité ou à ressembler à ce qui... Et donc, je retrouve moins de tissus qu'on voit pas ailleurs. Et du coup, j'ai moins d'envie. Ok. Par contre, j'adore les vieux stocks. Quand tu arrives sur un vide-grenier et que tu
tombe sur un stock de tissus avec les qualités d'il y a 15, 20, 30 ans, ils sont juste fous. Donc ça, je craque. Ok. C'est le dernier. Sans projet, sans rien du tout. Je les sauve. Ok, tu les sauves de leur vie de grenier. Les pauvres. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que se soucier de la composition, de la qualité du tissu qu'on achète, je trouve que c'est aussi important que le choix du patron finalement. Oui. Parce que ça va beaucoup conditionner le rendu du vêtement, quoi. Oui. Autant que le choix d'un patron, oui. finalement. Et la longévité de ce Et vêtement. la longévité aussi. Par rapport au temps que l'on aura mis à le coudre, l'énergie qu'on aura mis, si en plus, au bout de 2 lavages, il ressemble à rien. C'est ça. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est difficile aussi parfois de ne pas craquer sur des motifs. Parce que c'est fait pour qu'on craque. Oui, c'est fait pour. Voilà, on est sensible à des univers. Et puis voilà. Je ne te juge pas, Elodie. Non, je ne juge personne. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté. Ça fait depuis... te justifie pas. Non. Mais je l'ai cousu tout de suite. J'avais acheté un coupon pour mon fils. En fait, See You at Six, ils ont des motifs qui sont particulièrement sympas. Et donc, mon fils, il s'appelle Achille. Et il y avait sur le tissu, c'était des statues grecques qui tenaient des parasols genre années 80, tu sais. Donc, j'ai trouvé ça trop mignon. Et lui, il a adoré aussi. Et donc, je lui ai fait un sweat avec. Et il l'a cousu avec moi. Ah, excellent. Voilà, donc c'était un projet à 4 mains. Mais voilà, depuis, j'ai pas acheté. Ça va. J'essaye d'écouler petit à petit, mais c'est vrai que je coupe peut-être pas aussi vite que je voudrais, quoi, pour écouler. Ouais. Tout le monde, je crois. Ou tant mieux. Oui, c'est... Sinon, on aurait des maisons qui déborderaient de vêtements. C'est vrai aussi. Ouais. C'est bien que la couture, ça soit long, ça nous freine un peu quand même. C'est vrai. Mais il y en a qui sont productifs, mais moi non pas tant que ça, quoi. Est-ce que tu as envie de parler d'autre chose ou est-ce que... On a déjà tellement parlé aujourd'hui, je crois que je suis arrivée vers 10h du matin, il est 16h, et on a fait que parler. Donc peut-être qu'il est temps que je te laisse. J'ai parlé. Moi aussi. Je te remercie, Elodie, pour moi aussi, je te remercie. cette invitation. C'était super chouette. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci de votre écoute. On espère que vous avez adoré cette pause avec nous. Si le son de notre voix vous manque déjà, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes. Merci pour votre fidélité et si le podcast vous a plu, sachez que votre soutien est précieux et qu'on apprécierait énormément que vous nous mettiez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. À bientôt. Salut!